Depuis plusieurs semaines, tous les regards du monde, tous les projecteurs sont rivés vers l'Afghanistan, avec les talibans qui ont pratiquement pris tout le pays, avec leur idéologie surtout. Charles est déjà présent dans ce studio. Avec lui, on évoquera la situation du côté de l'Afghanistan. Juste à titre d'information, vous le savez, les talibans qui ont pris, on va dire comme ceci, une bonne partie du pays et qui avait dit qu'ils n'accepteraient pas le prolongement en ce qui concerne les évacuations de l'armée américaine après le 31 août 2021. Et nous sommes le 31 août, Charles. Good morning, welcome on the set. Thank you, bonjour, and same to you. Hope you are fine. Tout à fait. On va parler de cette situation du côté de l'Afghanistan. On parle des talibans depuis plusieurs semaines. On s'inquiétait à plusieurs pays frontaliers qui ne s'exprimaient pas sur la question. Le retrait des troupes américaines forcé par les talibans. Peut-être revenir. C'est quoi les talibans pour ceux qui nous regardent? D'emblée, il y a un politologue américain dans les années 90 qui parlait de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, peut-être qu'aujourd'hui, la fin de 20 ans d'occupation américaine de l'Afghanistan ou bien la présence d'une coalition militaire internationale. Il y avait également un politologue américain qu'on appelait Samuel Huntington qui avait parlé du clash des civilisations. Le clash des civilisations, c'était le clash de la civilisation occidentale et celle des talibans dont vous posez la question, qui sont-ils? En français facile, ce sont les élèves, parce que le mot taliban vient de la plus grande communauté ethnique en Afghanistan qu'on appelle les Pashtuts, et le mot élève dans la langue Pashtut veut simplement dire taliban. C'est ça. Donc les talibans, c'est qui? Ce sont les étudiants d'une extraction de la pensée coranique qui veut simplement dire il faut pratiquer l'islam tel qu'écrit dans le Coran. Donc, vous embrayez déjà sur la situation, l'idéologie. Que veut-il réellement? C'est quoi l'idéologie des talibans? Les talibans veulent une société pure, veulent une société non corrompue, veulent une société de justice. Je m'explique. Lorsque les talibans parlent d'une société non corrompue, les talibans comprennent une société où l'homosexualité n'est pas légalisée. D'ailleurs, l'Afghanistan fait partie des pays dans le monde où des hommes ne peuvent pas passer une nuitée dans la même chambre. Ou si vous arrivez comme un touriste, vous venez avec une femme. Il faut que vous prouvez avec un acte de mariage que la femme que vous allez passer la nuit dans la même chambre, c'est votre femme. Sinon, vous êtes hors de la loi selon eux. C'est ça, en quelque sorte, que représentent les talibans. C'est l'application directe de la charia dans la société musulmane. Voici en quelque sorte les talibans. Et les talibans ne sont pas simplement présents en Afghanistan parce que la plus grande communauté ethniques, comme je disais, où ils sont représentés, c'est les Pashtuts. Et les Pashtuts, c'est une communauté ethnique qui existe en Afghanistan et au Pakistan. Je peux dire la même chose pour le Cameroun et le Nigeria lorsque vous prenez les Haoussa, lorsque vous prenez les Fourbe, lorsque vous prenez les Banyangui du sud-ouest. Parce qu'ils sont dans le sud-ouest du Cameroun. La même fabrication ethnique se trouve dans les États de Cross River ou bien comme au Nigeria. Charles, à vous écouter, on devrait plutôt applaudir les talibans, mais l'image qui est reflétée jusqu'à présent, ce sont des personnes qui veulent semer le chaos, qui veulent semer le désordre du côté. Comment comprendre? Parce que nous sommes le 31 août, ils ont dit on ne prolonge pas la présence américaine. Est-ce que c'est dire que la présence américaine était contre leurs idéaux? Pour comprendre la situation en Afghanistan, revenons dans l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Dans les années 70, il y a les soviétiques qui sont en Afghanistan et nous sommes en pleine période de la guerre froide. Les Américains estiment que si ils laissent l'Afghanistan dans les mains de l'Union des républiques soviétiques, à l'époque l'URSS, c'est un pays perdu. Ils décident donc
d'assister les mouvements qui s'opposaient à l'occupation soviétique de l'Afghanistan, ce qui a donné naissance à ce qu'on appelait à l'époque les Moudjahidines. Lorsque les soviétiques sont battus, quittés l'Afghanistan, les Moudjahidines se transforment à ce qu'on appelle aujourd'hui les talibans. En 1996, je coupe l'histoire, les talibans sont au pouvoir. J'ai fast forward, nous sommes en 2001, il y a les attentats du 11 septembre. Les Américains estiment que le siège ou bien le groupe qui héberge Osama Ben Laden et Al-Qaïda, c'est le régime des talibans en Afghanistan. Peut-être ils se sont trompés dans l'histoire parce que au fur des années, les Américains ont capturé, tué Osama Ben Laden. Au Pakistan, non pas en Afghanistan. Donc, lorsque l'armée américaine arrive en 2001, précisément le 7 octobre... Ça fait 20 ans. 20 ans. Précisément le 7 octobre, c'était une guerre pour enlever, entre autres, une administration qui empêchait les enfants, les femmes, aller à l'école. Or, les talibans n'ont jamais empêché les enfants d'aller à l'école. Sauf qu'ils ont leur propre école. Sauf que ce que vous appelez l'école est peut-être la formation sur la conception de l'école américaine, c'est-à-dire l'école occidentale, c'est que Boko Haram appelle l'école occidentale est mauvaise parce que Boko Haram veut simplement interdire l'école occidentale. Sauf que selon les talibans, il faut aller à l'école selon la prescription du Coran. C'est-à-dire, pour les femmes, je prends pour les femmes simplement, pour y arriver à l'école, il faut avoir le voile. Il faut porter le voile. Tout à fait. Et les Américains estiment que les droits des femmes sont bafoués, que les talibans ne sont pas un régime démocratique, c'est un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme. Lorsqu'ils sont arrivés en Afghanistan, voici donc la course de l'histoire, entre autres, là où nous sommes aujourd'hui. Justement, si une femme ne veut pas porter le voile, pourquoi forcer une femme de porter le voile? Mais écoutez, chaque société... C'est aussi ne pas respecter peut-être ses droits, si on oblige une femme de porter le voile. Je vous dis quelque chose, il y a un diplomate camerounais qui avait expliqué à un certain groupe de diplomates occidentaux au Cameroun que ce que vous appelez les droits de l'homme, des femmes bafouées au Cameroun, je prends par exemple... certains partis du pays où vous dites les femmes souffrent de telles, dit que non, écoutez, certaines femmes dans nos traditions, si elles ne sont pas bien tapées, elles considèrent que la tradition n'est même pas respectée. Ce que vous pensez, c'est bien en Guerre-Mendouka. Mais ce n'est pas la même chose qui devrait s'appliquer de l'autre côté. Moi, je mange le héros chaque matin lorsque je me lève, mais je ne pense pas qu'un Français peut se lever le matin pour prendre le héros comme le déjeuner. Donc, il faut simplement respecter les gens dans les traditions et le monde va aller bien. Je ne soutiens pas les talibans parce qu'il y a autre chose que j'estime que les talibans font, ce qui n'est pas bien. Mais je pense que l'explication, l'image donnée des talibans dans le monde n'est pas la même. Alors, Charles Sebonnet, avec vous, on va essayer de projeter, mais on va surtout peser le coût de la guerre en Afghanistan. Ça fait longtemps, ça fait beaucoup déjà. C'est 20 ans. C'est une question très essentielle. Le coût de la guerre en Afghanistan pendant 20 ans, je prends simplement le côté financier, c'est 2 000 milliards de dollars dépensés uniquement par les Américains. Je ne parlais pas de la coalition des milliards. Je ne parlais pas de la coalition de l'OTAN. 2 000 milliards de dollars. En français facile, les Américains dépensaient chaque jour pendant 20 ans 300 millions de dollars. En CFA, c'est 150 milliards de francs CFA chaque jour de faire la guerre. Vous comprenez pourquoi Donald Trump avait dit il faut arrêter cette guerre parce que moi, je peux utiliser cet argent pour construire les nouveaux aéroports aux États-Unis pour financer l'éducation, d'où vient l'accord de paix entre les États-Unis d'Amérique et les talibans en 2020. Et parmi les éléments de l'accord, il faut partir très vite de l'Afghanistan. Et c'est pour cette raison que lorsque, malheureusement ou bien heureusement, Donald Trump n'a pas gagné les élections,
Joe Biden s'est retrouvé avec un accord de paix qu'il doit implémenter. Il a même voulu pousser. Mais la cause de l'histoire, les talibans ont dit, écoutez, vous avez pris un engagement de partir le 31 août cette année, il faut partir. Et c'est pour cette raison qu'à 0 heure exactement, il était pratiquement 15h30 en Californie, aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire l'avion ayant le dernier soldat américain a quitté le sol afghan. Et le coût humain, c'est 75 000 Afghans tués pendant 20 ans, 2641 soldats de la coalition internationale qui ont perdu la vie. Je n'en parle pas de l'exode qui s'est produit dans ces pays. Et nous voyons dans les images ces derniers temps. Les talibans ont également accepté avec la coalition internationale, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, que lorsque vous voulez partir, si vous voulez partir avec les gens que nous appelons les traîtres, c'est-à-dire les traducteurs, ces Afghans qui ont travaillé avec les forces étrangères, oui, l'armée américaine, français, autres, vous avez le droit de partir avec jusqu'à l'Essie. Mais sachez qu'après cette date, ils n'auront pas la possibilité de partir. C'est pour cette raison, d'ailleurs, lorsque vous regardez le patron de la Central American Command, ouais, il disait pratiquement à 15h30 heure de Washington que nous avons les nationaux, bien les binationaux américains qui travaillent dans les organisations internationales qui n'ont pas pu prendre le dernier vol. Ceci, le sol sera réglé justement, autrement. On comprend que ces dernières semaines, plusieurs ambassades étrangères, il y avait beaucoup de personnes qui demandaient les visas, qui voulaient partir. Quand on regarde l'actualité en Afghanistan ces dernières semaines, peut-être ce sont des personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec ce nouveau régime qui est mis en place. Tout à fait, parce qu'ils ont passé le temps à indiquer aux Américains, aux Français, aux Britanniques où se trouvaient les talibans pour traquer. Tous ces derniers temps où on a eu les attentats pendant 20 ans, les enfants tués dans les écoles et tout ça. Donc, il fallait donc évacuer les gens, comme je dis, qui considèrent comme les traîtres. Et ce sont les accords. Je vous dis d'ailleurs qu'en pleine 10 jours de prise du pouvoir de Kaboul, en français facile, les talibans sont de retour au pouvoir. Le patron des services de renseignement américains, le directeur de la CIA, Central Intelligence Agency, a fait le déplacement d'Afghanistan pour rencontrer le futur président afghan qui sera un taliban. Alors, Charles Ebouné, essayons d'évoquer un peu le regard des pays qui sont tout à côté. Pourquoi ils ne parlent pas? Personne ne veut pas s'exprimer pour l'instant parce que les données géopolitiques ont fortement muté, ont changé. Ouais. En 1996, lorsque les talibans arrivent au pouvoir, il était facile aux Saoudiens, il était facile au Pakistan d'accepter et de dire nous les accueillons, nous les acceptons, nous les donnons la reconnaissance diplomatique et la souveraineté internationale. Aujourd'hui, après le 11 septembre 2001, il y a eu le dossier Osama Ben Laden qui a redéfini la carte. La Chine qui partage une longue frontière avec l'Afghanistan ne veut pas s'exprimer aujourd'hui pour une simple raison. Laquelle? Parce que il y a déjà l'État islamique avec à peu près 2000 combattants en Afghanistan. Il faut bien regarder le dossier des talibans avant de s'exprimer. Sinon, parce qu'il y a également en Chine aujourd'hui les mouvements sécessionnistes qui perturbent la paix naturelle. Si la Chine ne gère pas le mouvement ouïghour, si la Chine ne fait pas le recul, vous allez embrasser un ennemi inconnu. Le Pakistan ne parle pas effectivement parce que les talibans, tels que conçus aujourd'hui, ont fait l'école en Afghanistan. L'école islamique, c'est là où ils étaient formés. Donc aujourd'hui, avant d'évoquer la question, et le Pakistan, en tant que puissance avec une bombe atomique, veut toujours maintenir l'hégémonie de cette zone comme la nation la plus puissante. Donc, il ne va pas s'exprimer tel qu'il devait faire en 1996 parce qu'il
il y a eu les fortes mutations géopolitiques. Charles, projetons-nous à présent. Après ce jour, il y aura quoi? Après ce jour, il y aura quoi? Les talibans vont former un gouvernement qui sera peut-être accepté par certains gouvernements. Et je vous dis, il y a déjà une acceptation voilée lorsque le patron des renseignements américains, d'ailleurs, à l'aéroport de Kaboul, tous ces derniers temps, vous avez toujours vu les soldats américains côte à côte avec les talibans. Ils ne se tiraient pas. C'était les ennemis d'hier. Une acceptation d'une manière voilée, diplomatique ou bien militaire. Ils ne se tiraient pas. Pourtant, ils se sont fait la guerre pendant... montrent à suffisance. Tout à fait. Voici le président Joe Biden. Mais je pense que la plus grande chose qu'il faut retenir, c'est la leçon que laisse la guerre en Afghanistan pour notre génération. Parce que lorsque les professeurs Pondi, les Philémon Yang, les Paul Biya, qui ont vécu les années 1962 jusqu'à 1970, je parlais de la guerre au Vietnam, vous parlez de comment cette guerre est finie, notre génération est capable de faire la conclusion ou bien de tirer les leçons de la guerre en Afghanistan. La première leçon que nous pouvons tirer et que je pense qu'est très essentielle dans la vie, faut jamais se tromper d'ennemi. Pendant 20 ans, les Américains pensaient, ou bien les autres pensaient que les talibans étaient leurs ennemis en Afghanistan. Mais au fur et à mesure, on a vu Osama Bin Laden n'était pas en Afghanistan. Peut-être la guerre avait autre motif, mais aujourd'hui, on a vu qu'il faut faire très attention parce que vous pouvez considérer quelqu'un comme un ennemi, mais le lendemain, autant pour moi, vous allez vous asseoir sous la même table. Deuxième, pour les nations comme le Cameroun et pour ces gens qui pensent toujours qu'il faut toujours la même mise étrangère, qu'il faut toujours la solution venant ailleurs pour les problèmes à l'intérieur du pays. J'espère qu'aujourd'hui, le regard sera extrêmement différent lorsque nous voulons analyser, nous voulons parler de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je peux ajouter l'extrême nord où depuis 2013, pratiquement, Boko Haram fait les opérations. Il faut toujours faire tout pour utiliser les ressources internes pour régler les problèmes. Et ne pas toujours aller chercher ailleurs. Effectivement. Et il faut éviter qu'un mouvement national né à l'intérieur du pays prend l'ampleur d'un mouvement radical. Parce que lorsque ce mouvement prend l'ampleur du caractère radical, ça se transforme à une formation politique radicale, ça devient un caillou dans une chaussure qui est difficile d'enlever pendant longtemps. Et je pense que sous ce sens, le ministre Paul Atanganji comprend parfaitement ce que je suis en train de parler. Charles Sebounet, thank you very much. Merci pour tous ces éclairages. C'était un plaisir de vous avoir ce matin sur Cameroun Daylight. Très bonne journée. J'y serai tout le temps avec vous. Selon mon calendrier, vous savez que mon calendrier est très chargé. Calendrier très chargé. Merci. Assalamu alaikum. Alaikum salam.